Le monde des avions est bien plus fou que ce que tu imagines. D'un baril volant à un énorme avion. Voici 20 avions que tu ne croiras pas qu'il existe. Numéro 4. Lockheed C-130. Hercules. Le Lockheed C-130. Hercule existe depuis 1954 et est resté en service dans de nombreuses forces armées à travers le monde depuis lors. Il s'agit d'un avion de transport militaire avec 4 moteurs turbopropulseurs, et son design unique lui permet d'utiliser des pistes courtes et non préparées pour décoller et atterrir, une qualité absolument inestimable dans l'environnement imprévisible des situations de combat. Cet avion est entré en service pour la première fois aux États-Unis dans les années 1950. Bien qu'il ait subi des améliorations et autres au fil du temps, c'est l'avion militaire qui a été produit pendant le plus longtemps. Avec plus de 60 ans d'histoire. Et voilà, une sélection complète d'avions qui varient en taille, en forme et en fonction. Mais, pourrais-tu croire qu'ils existent vraiment? Et l'un d'eux t'a vraiment laissé sans voix. Mon cochon d'Inde, Twak, a déjà mis un casque et des lunettes de vol. Elle est tellement aspirée qu'elle veut, comme toujours, parcourir les cieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Numéro 2. 2B-52. Stratofortress. Le B-52H Stratofortress est un bombardier lourd à long rayon d'action qui peut réaliser une variété de missions militaires. Armement. Ce grand bombardier est capable de voler à des vitesses subsoniques incroyablement élevées à des altitudes allant jusqu'à 226 000 mètres. Il peut également transporter des armes nucléaires ou conventionnelles guidées avec précision et dispose d'une capacité de navigation de précision à l'échelle mondiale. Ces avions iconiques sont connus pour leur utilisation dans des campagnes comme l'opération Tempête du désert, durant laquelle ils seraient responsables de 40% de toutes les armes lancées par les forces de la coalition. Et bien qu'ils soient désignés comme des bombardiers, ces grands avions sont également utiles pour la surveillance océanique et peuvent souvent être utilisés par la marine des États-Unis pour fournir une assistance dans des activités anti-navires et de pose de mines. 2 heures le B-52 est capable de surveiller 140 miles carrés, ce qui représente une énorme superficie, donc son soutien peut s'avérer inestimable pour les tactiques navales. Ces avions sont également conçus pour un ravitaillement en voile simple. En pratique, cela signifie que la portée de l'aéronef est en réalité seulement limitée par les équipages. Numéro 3. Le Tupolev Tu-160. Le Tupolev. Le Tu-160 est un avion russe connu sous le nom de cygne blanc en raison de sa maniabilité, avec une peinture blanche anti-reflet. Mais qu'on lui donne le nom d'un cygne, c'est une chose. Mais, qu'est-ce qui rend ce véhicule militaire si spécial? Eh bien, c'est une machine à tuer, par exemple, et tout le monde sait que les cygnes sont de véritables psychopathes. Un cygne pourrait te noyer rien qu'en te regardant. D'après ce que je sais, ils n'ont pas développé la capacité de transporter des armes nucléaires. Dieu merci. En revanche, il en a la capacité. Le seul but de cet avion est de livrer des armes nucléaires et conventionnelles au plus profond des théâtres de combat continentaux. C'est une machine tout temps, capable d'effectuer des missions aussi bien diurnes que nocturnes, et elle peut opérer à toutes les latitudes. Je suppose que cela signifie que ce qu'on appelle le cygne est un système de lancement d'armes psychologiques, qui cause la mort et dont nous devrions tous avoir très peur. Numéro 4. Airbus. Au cours de 14 ans, Airbus fabriquerait 251 à 380 pour différentes compagnies. L'avion passager était le Super Jumbo. Pour plusieurs compagnies aériennes. L'avion de passagers de la compagnie était le Super Jumbo le plus grand du monde. Le modèle s'est avéré très populaire auprès de certaines compagnies aériennes, mais il n'a pas réussi à obtenir le passe doré pour plusieurs générations. Comme Boeing l'avait fait avec son 747. L'Airbus A380. C'est un avion à 2 étages qui peut accueillir plus de 500 passagers, selon la configuration des sièges choisis par la compagnie aérienne. Ces avions ont été particulièrement populaires auprès des compagnies aériennes Emirates et Singapour, qui ont offert un espace supplémentaire avec de nombreuses commodités de luxe. On trouve souvent des bars à bord, des douches à hydromassage, des suites de première classe et des suites de classe affaires, ainsi que le nombre complet de sièges en classe économique.
Et ces suites de luxe sont de véritables chambres avec des lits de taille normale et tout le nécessaire. Etihad Airways irait encore plus loin en créant des appartements complets avec salon, chambre, douche et majordome privé. Eh bien, c'est beaucoup mieux que d'être entassé comme du bétail en classe économique, non. Numéro 5. L'avion. Utile Bekena. L'inventeur excentrique et l'homme d'affaires multimillionnaire Howard Hughes était responsable du concept et du design du Spruce Goupil, l'hydravion le plus grand de l'histoire. Cette gigantesque machine volante était l'idée de Hughes et de l'industriel américain Henry Kaiser. Ils ont proposé un calendrier très strict de 24 mois depuis le début jusqu'à la production de l'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le progrès était lent. La guerre avait pris fin avant même que les essais de l'avion géant ne commencent. Donc, quand le projet était sur le point d'être achevé, un hydravion gigantesque n'était plus nécessaire et tout le projet était déjà obsolète. Et ça, c'était avant même qu'il ait décollé. Finalement, le Ganso de la Beto est devenu célèbre. Ces essais ont suscité un engouement. Le 2 novembre 1947, Hughes a effectué un passage à basse vitesse. Des personnalités importantes, des célébrités et des médias étaient même présents pour le voir. Puis, le 2 novembre 1947, devant une énorme foule, Hughes a effectué un passage à basse vitesse et a aligné le Coros pour un second. Puis vite. Allons-y. Cette fois, le Ganso de Abeto s'est élevé de l'eau pour la première fois de sa vie et a finalement prouvé que, après tout, il pouvait voler. Mais c'était tout, et l'avion, désormais légendaire, ne volerait plus jamais. Numéro 6. Beluga XL. Quand Airbus a construit le Beluga classique, ils essayaient principalement de résoudre des problèmes logistiques dans leur propre réseau de production. Mais le Beluga XL est conçu pour être un grand supertransporteur pour l'entreprise et au-delà. Le gros et vieux Beluga XL a maintenant un visage souriant et toute une flotte d'amis. Il est prêt à opérer dans toute l'Europe. Ces grands avions de transport sont progressivement intégrés pour remplacer les Beluga originaux. Ces nouveaux avions sont basés sur l'Airbus A380 moteur Rolls-Royce. Moteur Trans 772B, cockpit bas. Les nouveaux éléments inclus dans cette version plus grande et améliorée incluent également une cabine plus basse. Le compartiment de chargement considérablement agrandi ainsi que les sections arrière et arrière du nouveau modèle ont également été modifiées. Ces XLS ont une capacité de transport 30% supérieure à celle de leurs prédécesseurs, et les avions Linux peuvent transporter 2 ailes d'avion de passagers à 350, au lieu d'une seule que pouvait transporter le Beluga standard. Numéro 7. Douglas XB. Le Douglas XB-19 était un grand bombardier développé et testé. Beaucoup de ses caractéristiques étaient déjà obsolètes. C'était un bombardier développé mais jamais standardisé. L'armée a continué à utiliser le prototype pour des essais. En raison des avancées technologiques rapides de cette époque, beaucoup de ces caractéristiques étaient déjà obsolètes avant même que les tests du XB-19 ne soient terminés. Néanmoins, le corps aérien de l'armée a décidé de continuer à utiliser le prototype de l'avion pour effectuer des tests. Il a ensuite servi comme transporteur de fret jusqu'à ce qu'il soit finalement démantelé en 1949. Cet énorme avion mesurait 40 mètres de long et avait une envergure de 64 mètres, en plus d'une hauteur de 13 mètres et 23 cm. Le poids au décollage du XB-19. Il était de 74 kg. Il serait armé de 5 M. 2 mitrailleuses Boeing, 6 mitrailleuses Boeing M1919. Et 2 canons automatiques, et il aurait également de la place dans sa soute pour 18 700 livres de bob. C'est pas mal maintenant, non. Numéro 8. Tupolev. L'Union soviétique a produit sa propre version du célèbre avion anglo-français Concorde. Cette version soviétique était officiellement connue sous le nom peu attrayant de Tupolev Tu-144. C'est pourquoi la presse l'a rapidement surnommé Kovski. Cet avion a été présenté pour la première fois au monde au Salon aéronautique de Paris en 1971, où tout le monde est resté bouche bée.
Le président français a même reconnu que c'était un avion vraiment magnifique. L'entreprise qui a produit le Concorde original a également ajouté que la version soviétique était en fait plus silencieuse et plus propre que son propre avion. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il s'avère. Soviétique avait surpassé le Concorde lors de son vol inaugural 2 mois auparavant. Et, en 1969, l'avion soviétique a atteint des vitesses supersoniques. 4 mois avant la version occidentale. Mais alors, le désastre est arrivé. En 1973, les 2 avions rivaux ont de nouveau été exposés et ont prouvé leur valeur dans le ciel de France. Le Concorde a terminé sa démonstration sans problème, mais le Tupolev Tu-144 a essayé de faire une démonstration beaucoup plus ostentatoire et a dépassé les limites. L'avion s'est disloqué en plein vol et s'est écrasé au sol, tuant 8 personnes dans le village français où il est tombé et 6 personnes à bord de l'avion lui-même. Malheureusement, cet accident très médiatisé n'était que le début de la fin pour l'avion. Il ne s'est jamais complètement remis et la réputation de l'avion est restée irrémédiablement ternie. Il a commencé à transporter des passagers en 1977, mais en réalité, c'était une déception. Même en ce qui concerne l'espace réduit et bruyant. Au final, le Tu-144 n'a effectué qu'un total de 55 vols aller-retour avec des passagers. En 1978, il s'est de nouveau écrasé et à ce moment-là, les vols de passagers allaient s'arrêter. Le programme a été complètement cloué au sol en 1984. Numéro 9. Super Galaxy, C-5M. Le C-5M Super Galaxy est un avion de transport stratégique conçu par Lockheed Martin pour élargir la flotte de ses avions C-5 Galaxy, qui sont opérés par l'armée de l'air des États-Unis. Cet avion est essentiellement une mise à jour de ce C-5 original, qui a quelques caractéristiques plus sophistiquées, le tout dans le but de maintenir les choses en fonctionnement jusqu'à au moins 2040. Le programme de modernisation a été conçu pour améliorer la fiabilité. Une caractéristique toujours importante dans un tube en métal qui vole dans les airs à des dizaines de milliers de mètres. En plus d'avoir un moteur amélioré et plusieurs autres caractéristiques, y compris de nouveaux pylônes, des inverseurs de poussée et des accessoires de fixation des ailes, pour le modèle de base. C-5 Galaxy de l'avion. C'était une partie d'un contrat extrêmement lucratif obtenu par Lockheed Martin, pour une somme de 454 millions de dollars. Le vol inaugural du premier avion de production, le C-5M, a eu lieu en 2010 et les tests opérationnels et similaires se sont terminés plus tard, cette année-là. Comme toujours, les améliorations ont été conçues en tenant compte d'une fiabilité et d'une efficacité accrue, mais aussi d'une réduction de plus en plus importante des coûts opérationnels et, en général, d'une diminution considérable de l'entretien nécessaire. Actuellement, il y a 52 de ces énormes et luxueux avions en service, et le commandement de la mobilité aérienne binaire, des unités du commandement de réserve de l'armée de l'air des États-Unis. Numéro 10. Avion de chasse. Dans les années 90, quand l'avion de chasse a été créé, il y avait une véritable obsession pour la technologie furtive. Les avancées relativement récentes dans le domaine ont signifié que tous les fabricants d'avions travaillaient sur une sorte de machine furtive. La proposition de Boeing au monde des avions militaires furtifs capables de se cacher de la détection était l'oiseau de proie. Cette apparence de l'avion est suffisante pour éveiller l'imagination, car il ressemble à un avion de film futuriste ou même à quelque chose dans lequel Batman pourrait voler, mais en réalité, c'est bien réel. L'histoire derrière cela est enveloppée de mystère. On saurait maintenant? Non. Ça n'a pas beaucoup de sens de développer une technologie furtive si tu ne dis pas à tout le monde ce que tu prévois d'en faire, n'est-ce pas? La technologie utilisée dans la construction de l'oiseau de proie était également un secret très bien gardé, au point que tout a été créé et développé dans la zone 51. Alors, vas-y. Et dis-moi ce que tu penses de cet avion furtif. Allez-y, lâchez vos théories du complot dans la section des commentaires ci-dessous. Tu sais que tu veux le faire, mais... Bien sûr, le nom d'oiseau de proie est plutôt cool, donc il y a eu d'autres avions qui ont adopté ce même surnom. Donc,
Il se peut qu'on te montre des images de quelque chose de banal comme le concept d'oiseau de proie d'Airbus, qui n'est en réalité pas un vrai avion et qui n'est définitivement pas aussi cool que ce Boeing furtif, même s'il a une belle peinture. Numéro 11. Avion à aile volante Northrop Webby B-49. Connu sous le nom d'aile volante ou mauvais bombardier, c'est XB-49. Best. Ils ont été développés dans les années 1940 comme des avions bombardiers. Le projet dans son ensemble a duré relativement peu de temps et les avions ont été démantelés en 1953. Il ne reste plus d'exemplaires de ce type dans le monde. La seule preuve qu'il reste de son existence se trouve maintenant dans des photographies et des films anciens. Le prédécesseur du bombardier furtif BL-2. L'aile volante Northrop, IB-49. Il a été conçu pour couper l'air et développer jusqu'à 32 chevaux de puissance dans des conditions optimales. Le problème, cependant, c'est que malgré l'aérodynamisme apparent de cet avion, il était en réalité très difficile à piloter. Les pilotes d'essai rapportaient que le B-49 était extrêmement instable et très difficile à piloter lors d'une mission de bombardement. Le pilote devait constamment contrôler l'avion et c'était plus ou moins impossible de maintenir un cap constant, ou même de maintenir des vitesses et une altitude constante. Aucun de ces problèmes n'était particulièrement idéal dans un avion, et encore moins dans un capable de transporter des armes nucléaires. Donc, peut-être que le mieux serait que les ailes volantes soient finalement mises au rebut. Personne ne veut d'une machine volante difficile à piloter qui titube dans le ciel avec une vieille et énorme bombe suspendue précocement en dessous. C'est se chercher des ennuis. Numéro 12. Prototype, Helio de la NASA. Après de nombreux avions au look médiocre, même de grande taille, maintenant nous avons quelque chose d'apparence complètement folle qui laisse tout le monde bouche bée. Ceci est le prototype Helio de la NASA. Il s'agit d'un avion sans pilote, piloté à distance, qui a été développé dans le cadre du projet Environmental Research Aircraft and Sensor Technology de la NASA, également connu sous le nom d'ERAST. L'objectif de cet aéronef est de prouver qu'il peut voler à 45 000 mètres d'altitude. Jusqu'à présent, tu as peut-être cru que la plupart des autres avions existent, et il est possible que tu aies voyagé dans l'un d'eux, mais celui-ci est complètement fou et incroyable. L'idée générale est de tester les limites de cette machine volante à distance pour voir si elle peut maintenir 14 heures de vol continu au-dessus des 226. À présent, vous avez peut-être pu croire que la plupart des autres avions de la liste existent, et en fait, vous avez peut-être même volé sur l'un d'entre eux, mais celui-ci, eh bien, celui-ci est fou et un peu incroyable dans réalité. Que penses-tu de ça? Et quelle raison terre à terre la NASA a-t-elle pour devoir voler si haut et si bas? Tu sais de quoi je parle. Laisse déjà tes excellents commentaires à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Numéro 13. Airbus A300-600. Bellygazen. Cet ancien et énorme avion a été développé par Airbus comme un exemple de la façon dont il se comparait aux super-poissons d'autrefois, et il s'avère que les problèmes logistiques liés à la fabrication d'avions obligent de nombreuses grandes entreprises à transporter leurs propres composants en grande quantité à travers le monde pour les construire. Le 300 à 600 Beluga est la solution d'Airbus. 4 des 5 Beluga sont en service, transportant de grandes sections du fuselage et les ailes d'avion pour soutenir la fabrication. C'est la solution d'Airbus au problème. Actuellement, 4 des 5 de ces Beluga sont en service pour que la compagnie soutienne le processus de fabrication en transportant de grandes sections du fuselage assemblé et les ailes de plusieurs avions dans son vaste intérieur. Le 5e Beluga de la flotte est un avion de réserve pour Airbus et est disponible pour des services de transport en dehors de l'entreprise. C'est excitant, non? Beaucoup d'avions modernes semblent être construits exclusivement pour en construire d'autres. Si tu ouvres un gros avion bien dodu, à l'intérieur, il y en a un peu plus petit, puis un autre. Et encore un autre, jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est comme une poupée russe à grande échelle. Numéro 14. Boeing 747 Dreamliner. Le nom de ces grands avions de cargo de Boeing évoque l'idée que ces engins doivent avoir une sorte de propriété spéciale. Ou même magique. Dreamliner, c'est un nom qui sonne céleste. Que sont exactement ces engins et peuvent-ils être à la hauteur de ce surnom? Eh bien, probablement pas. Il s'agit d'avions de cargo modernes et courants qui ont été construits par l'un des géants de l'aviation.
En fait, ces colossales aéronefs ont été développés par Boeing pour soutenir leur propre projet, les Dreamliner. Les pièces pour ces avions étaient fabriquées à de nombreux endroits, d'Italie au Japon, et cela causait beaucoup de problèmes logistiques pour Boeing. Alors, ils ont décidé de créer le 747 Dreamliner. En réponse à ce problème, ils ont transformé les 747 A400 existants pour les convertir en grands transporteurs de cargo, spécifiquement pour transporter les composants des nouveaux avions, en particulier le Boeing 787 Dreamliner. Eh bien, ces avions ont effectivement rempli une fonction raisonnablement utile pour la société en 2020. Ils ont été mis en service pour livrer les énormes quantités de pays qui étaient soudainement nécessaires partout. Ils ont transporté et distribué des tonnes de fournitures et de matériaux qui étaient nécessaires lors de la crise sanitaire mondiale qui a éclaté au printemps de cette année-là. Tu sais sûrement de laquelle je parle. Ces énormes vaisseaux volants pouvaient transporter de grandes quantités d'équipements nécessaires vers les zones où c'était le plus urgent, et c'était vraiment quelque chose de bien. Numéro 15. Cessna, Skyhawk, Speed. Ces aéronefs très petits et légers sont généralement utilisés pour un usage personnel et par de petites entreprises, et aussi, la plupart du temps, pour former de nouveaux pilotes. Le Cessna Skyhawk SP n'est peut-être pas l'avion le plus excitant ou dynamique, mais il est adapté à son usage, au point que ses engins existent d'une manière ou d'une autre depuis 1955. C'est l'avion de choix pour l'entraînement, au point que les forces armées des États-Unis utilisent une version militaire de l'aéronef pour leurs propres besoins d'entraînement. C'est l'avion de choix pour l'entraînement. À tel point que les forces armées américaines utilisent une version militaire de l'avion à des fins de formation. Quand tu vois un filou s'échapper d'un aérodrome reculé dans un film, ou même un baron de la drogue décoller pour échapper aux lois d'extradition, il y a de fortes chances que l'avion dans lequel il le fait soit le Skyhawk. Sans aucun doute, un soutien indéfectible. Le Skyhawk est un avion de 4 places qui peut avoir 1 ou 2 pilotes. Sans aucun doute, un soutien indéfectible. Le Skyhawk est un avion turbopropulseur simple. Cessna a livré 45 appareils. La construction avec un seul turbopropulseur permet de garder tout simple mais efficace, et ça a été l'un des avions les plus réussis de tous les temps. Cessna a livré plus de 45 de ses appareils. Continue d'en ajouter. Numéro 16. Boeing. Le Boeing X-48. C'est un véhicule aérien sans pilote qui est, je crois, la façon dont on est censé dire avion espion sans vraiment dire ce que c'est. Mais ne le dis à personne. Cet artefact semblable à un espace est censé être conçu pour examiner les caractéristiques du style de fuselage à aile mixte des avions. Il est intéressant de noter que le Boeing X-48 était censé être conçu pour être utilisé comme avion de ligne. Mais voilà que maintenant les militaires développent la possibilité de l'utiliser pour leurs besoins. Qui l'aurait créé? Construit avec des matériaux composites extrêmement légers. C'est un avion totalement moderne qui a été conçu pour atteindre une efficacité aérodynamique maximale et les meilleures capacités opérationnelles. Il peut également être contrôlé à distance et ne nécessite pas de pilote. Il est très efficace en termes de consommation de carburant et il est inquiétamment silencieux. Tu sais, toutes ces choses qui ne seraient pas nécessaires pour un avion espion, n'est-ce pas? Numéro 17. L'avion Super Guppy. D'un porte-avions spatial à un autre, cette fois. L'avion en question est le Super Guppy, un avion spécialement conçu pour transporter du matériel spatial, voire même des avions entiers. Dans les années 1960, les États-Unis étaient plongés dans une bataille féroce avec l'Union soviétique pour être les premiers à dominer les voyages spatiaux. Il est donc devenu nécessaire de pouvoir transporter des pièces d'équipement spatial extrêmement grandes d'un côté à l'autre des États-Unis. Il devait le faire le plus rapidement et efficacement possible, et la course à l'espace était très réelle, on avait l'impression que chaque seconde comptait. Le premier Guppy de la série s'appelait le Guppy prégnant. Il a été nommé ainsi en raison de l'apparence de l'avion, qui rappelle le poisson Guppy qui donne naissance au lieu de pondre des œufs. Ces ingénieurs ont développé le Super Guppy, résolvant les problèmes initiaux pour transporter des pièces énormes pour la NASA. Et ils ont résolu les problèmes pour transporter de grandes pièces pour la NASA dans le gros ventre de l'avion. L'avion est adapté à son but, plus difficile à piloter que les avions conventionnels, une équipe spécialisée doit être mobilisée. Bien que l'avion soit adapté à son but, il a toujours été plus compliqué à piloter que n'importe quel avion conventionnel.
Donc, chaque fois qu'il déconne, une équipe spécialisée doit être mobilisée. Ce n'est pas non plus facile de le mettre en l'air ni, bien sûr, de revenir se poser en toute sécurité. Numéro 18. Antonov 225. 225. Meria. L'avion le plus grand du monde jamais construit. Antonov 225. Maria. Un gigantesque avion cargo qui pouvait transporter jusqu'à 250 tonnes de charge, à tout moment. Il mesurait plus de 83 mètres de long et pesait 175 tonnes avant même de commencer à charger quoi que ce soit à bord. On n'a construit qu'une seule de ces gigantesques machines jusqu'à sa finition et elle n'existe plus, car elle a effectué son dernier vol et a été détruite. Le Mariano était un avion lâche. C'était un avion gigantesque, équipé de 6 turboréacteurs, de roues robustes sur le train d'atterrissage à 32 roues et de 4 roues orientables sur le nez. Et il en avait beaucoup plus à l'arrière, 18 roues, pour être précis. L'avion a fait ses débuts internationaux lors de l'exposition de vantardise la moins subtile jamais vue. Quand il est apparu au Salon aéronautique de Paris en 1989, avec la navette spatiale soviétique attachée à son arrière, il y avait des façons de faire une déclaration. Et avoir l'avion le plus grand du monde et un programme avancé d'exploration spatiale en exposition, c'est sans aucun doute l'une d'elles. Et avoir l'avion le plus grand du monde. Et un programme avancé d'exploration spatiale en exposition, c'est sans aucun doute l'une d'elles. Il n'y avait pas moyen de ne pas comprendre ce message, peu importe combien j'essayais. Numéro 19. Stipa Caprone. Malgré l'association de l'Italie avec l'élégance et le design impeccable, les premiers jours de l'aviation n'ont pas été les meilleurs pour cette nation élégante. Le Stipa Caprone est un avion de dessin animé. Il pouvait voler, bien que l'avion ait un problème avec le fascinant. Mais, apparemment, il pouvait voler, même si ça pourrait être un peu embarrassant de le voir voler dans cet engin. L'avion a aussi un petit problème avec le fascinant. En 1932, le gouvernement fasciste de Mussolini vantait les réalisations de l'Italie. Une obsession était la technologie aéronautique. Et l'une de ses grandes obsessions était la technologie. La technologie aéronautique la plus novatrice de l'époque. C'était le développement des moteurs à réaction. Eh bien, à peu près. Alors ils ont financé le développement de cette rareté. Le design de ce petit avion drôle et dodu, connu sous le nom de baril volant pour des raisons évidentes, était l'œuvre de Luigi Stipa. Son design était essentiellement un tube géant avec une hélice à l'avant, qui était ouvert à la fois à l'avant et à l'arrière. Jusque-là, tout semblait être un baril. Mais même si le design était capable de voler, le pilote d'essai a dit qu'il manquait de maniabilité. Encore une fois, c'est un baril après tout. Et en fin de compte, il n'a pas été choisi pour être produit à l'avenir, car il n'était en réalité pas meilleur que les avions contemporains existants. Ah, Ben, qu'est-ce que tu attends quand tu essaies de faire voler un baril de toute façon? Numéro 20. Lita. C'est le plus petit avion à réaction jamais construit. L'idée de ce minuscule avion était celle d'un parasite. Il a été conçu pour être transporté par le bombardier B-36 afin de pouvoir être utilisé en cas de besoin pour défendre l'avion plus grand et plus lourd contre une attaque. Le Exis S-85 Gogla pouvait être largué depuis le compartiment à bombe et envoyé pour participer à une bataille contre un avion ennemi qui attaquait. Tout ça, c'était très bien. Sauf que le petit avion était bon pour se détacher, mais pas vraiment pour se récupérer. Encore une fois, le Gobelin n'avait pas de train d'atterrissage, donc s'il se détachait, il fallait que l'avion porteur, le B-36, le remorque avec un crochet et un trapèze. Il s'est avéré que cette manœuvre était beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ce qui a causé le plus de difficultés dans ce processus, c'est que le petit avion a été secoué par les turbulences de l'avion plus grand, rendant pratiquement impossible de le rattacher après cette vol d'essai. Le projet B-36 et son petit compagnon, le XF-85 Gobelin, n'a eu que 3 connexions réussies entre l'avion et le trapèze, et le projet a finalement été abandonné. Et le Gobelin n'a plus jamais volé depuis le B-36. Et Gobelin n'a plus jamais volé depuis B-36. Oh, pauvre petit Lita.